Et puis maintenant, on s'occupe de patients qui vont avoir mal, hein, les chirurgies, ça fait mal. Et on s'est posé la question de savoir s'il y avait des spécificités de la douleur chez ces patients-là, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un peu de littérature quand même. Donc, j'ai demandé à notre spécialiste nationale, Valéria, de nous faire une petite mise au point sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il y a des spécificités en douleur chez ces patients obèses? Donc, la première chose à savoir, c'est que les patients obèses, en fait, ils vont avoir plus de douleurs chroniques. La prévalence est beaucoup plus importante que par rapport à la population générale, puisqu'elle va de 30 à 50% de douleurs chroniques et que cette prévalence augmente avec la sévérité de l'obésité. Et ces patients qui sont douloureux dans toutes les articulations, quelles qu'elles soient les articulations, comme vous pouvez voir ici sur le tableau de droite. Et c'est une population également qui est particulière puisque c'est une population qui est plus vulnérable psychologiquement, puisqu'elle a, toutes les méta-analyses montrent qu'il y a plus de dépression, d'anxiété et également de perte d'estime de soi. Ces deux facteurs, en fait, la douleur chronique et la vulnérabilité psychologique, sont des facteurs de douleur post-opératoire, ce qui nous intéresse, plus importante, à la fois aiguë et chronique. Ils ont également une particularité, on retrouve également que ces patients qui sont des douloureux chroniques, plus fréquemment, ils prennent plus d'opioïdes également en préopératoire avec une augmentation des opioïdes qui augmente également avec le BMI, donc qui est très corrélé, et puis pour des douleurs d'articulation, de blessures. Donc ces patients ont tous les facteurs de risque habituels d'avoir des douleurs post-opératoires plus importantes, que ce soit en aigu ou en chronique. Et là, on retrouve plein de littérature qui montre que ces patients ont des douleurs plus intenses en post-opératoire, qu'elles sont corrélées au BMI et qu'elles ont des douleurs chroniques post-opératoires également plus fréquentes, que ce soit que la mastectomie. Donc on retrouve plusieurs études avec de nombreux patients, des prothèses de genoux également, l'augmentation de l'incidence de 35% de plus de douleurs chroniques, également dans des arthroplasies par exemple d'épaule. Alors dans la douleur chronique, il y a aussi les complications, parce qu'on sait qu'ils font plus de complications, plus de luxations, plus d'infections, donc ça pourrait être une des explications pourquoi ils développent plus de douleurs chroniques à long terme. Alors, une autre des questions qu'on pourrait se poser, mais est-ce que le seuil de la douleur chez ces patients obèses est le même que pour la population générale? Et là, on a quelques études, quelques auteurs qui ont essayé de répondre à cette question avec, vous voyez, 400 patients qui ont été étudiés avec des tests, des tests de seuil de douleur, que ce soit des tests thermiques, tests électriques, des tests de pression, des tests au froid, pour voir s'ils ressentaient au même niveau la douleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, en fait, c'est assez controversé. S'il y avait une réponse à avoir, vous voyez, donc il y en a qui ont plus des seuils de douleur plus bas et d'autres plus hauts, mais la majorité des études, c'est qu'au contraire, ils sont moins sensibles à la douleur. Bon. Donc finalement, les patients, ils sont plus douloureux en post-opératoire, probablement plutôt par leur histoire douloureuse, le fait qu'ils aient des douleurs en préopératoire, qu'ils aient de la morphine en préopératoire, plutôt que par une caractéristique de leur obésité. Alors ensuite, le patient obèse, c'est une rencontre avec un médicament, et les médicaments, il y a la pharmacocinétique qui est modifiée. La première chose qui est modifiée, donc notre collègue Audrey Dejean nous a montré que le volume de distribution était différent chez le patient obèse. En effet, des tissus adipeux qui sont augmentés, on le voit très bien sur la première image, un volume sanguin, un débit cardiaque qui est augmenté. Tout ça, ça va modifier le volume de distribution, surtout des médicaments lipophiles. Et c'est moins important, les médicaments hydrophiles sont moins affectés par ce volume de distribution qui est plus important. Également, chez le patient obèse, va avoir des troubles des organes, comme le métabolisme hépatique, qui peut être altéré avec donc des problèmes de foie, des dysfonctions hépatiques qui vont jusqu'à la cirrhose. L'élimination rénale également chez le grand obèse, quand ça perdure, peut arriver sur l'insuffisance rénale. Donc des risques d'accumulation et de retard d'élimination des antalgiques. Et en particulier, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les opioïdes. Cette accumulation d'opioïdes, qui déjà, les opioïdes sont des facteurs de risque de dépression respiratoire et qui vont s'associer encore avec une ventilation compromise chez les patients qui sont obèses, avec ces deux problèmes. Le syndrome d'apnée du sommeil extrêmement fréquent chez ces patients, puisque vous voyez en fait les voies aériennes ici chez patients obèses, et puis après quand il maigrit qui est différent, donc cette oropharyngée qui va en fait s'affaisser, et puis les problèmes d'hypoventilation par des problèmes de compliance. Le patient obèse va avoir un volume résiduel respiratoire moins important, un diaphragme qui va se surélever par la pression abdominale, et ces problèmes de compliance qui va donner des hypoventilations. Donc tout ça, c'est un patient à risque de dépression
dépression respiratoire en post-opératoire, en particulier avec les antalgiques, en particulier avec les opioïdes. Alors, il faut ajuster les doses. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature? Donc, on a été voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Il y a deux choses. D'abord, les médicaments dans la littérature, on le donne par milligramme par kilo. Donc, il y a des médicaments que ça pose pas de souci et qu'on peut utiliser à dose fixe. Le paracétamol, les anti-inflammatoires, on retrouve également pour les gabapenténides. Et puis, il y a tous ceux qu'il faut doser en fonction du poids. Et si on utilise le poids réel, bien sûr, on va être sur des surdosages. Et donc, il faut aller en dessous. Après, la littérature n'est pas toujours très claire sur qu'est-ce qu'il faut prendre, le poids idéal ou le poids maigre ou le poids ajusté. Audrey Dejean nous a expliqué, mais finalement, il faut le prendre en dessous du poids réel et puis adapter ces doses à moins que le poids réel. Ça, c'est ce qui est important. Un autre point important, c'est que ces patients obèses ont souvent une chirurgie bariatrique avec deux grandes techniques. On peut dire les techniques restrictives qui coupent l'estomac, donc qui ont diminué le volume de l'estomac avec un retard de la vidange gastrique, et les techniques malabsorptives avec ces dérivations, c'est par exemple ces montages en U, qui vont réduire les capacités d'absorption de l'intestin. Comme ça, on peut imaginer très clairement, c'est plutôt les techniques malabsorptives qui vont avoir plus d'impact sur l'absorption des médicaments, hein, et ça a un impact plus important sur les formes organiques à libération longue ou prolongée, donc qui vont en fait s'absorber sur l'intestin. Mais les techniques restrictives aussi peuvent avoir un impact sur les molécules qui vont avoir une grande soluté aqueuse, et le paracétamol, les anti-inflammatoires peuvent être moins absorbés quand on a des techniques restrictives. Et donc, ces patients, il faut les dépister. Ça, c'est très important. Et il y a l'obésité, mais il y a la grande obésité qu'il faut dépister. Donc, c'est les risques liés aux patients, les risques liés aux pathologies associées. Donc, on a dit, bien sûr, les problèmes respiratoires, les syndromes d'apnée du sommeil, les liés aux prescriptions, toutes les co-prescriptions de sédatifs, des benzodiazépines, des antidépresseurs, et bien sûr, liées à la chirurgie, toute chirurgie qui peut avoir un impact sur la dynamique, sur la mécanique respiratoire, chirurgie thoracique, chirurgie abdominale en particulier. Alors, comment les prendre en charge, ces patients? Ce qui est très important, c'est les monitorer en post-opératoire, utiliser la ventilation non invasive quand ils ont des appareillages, dépister les patients, leur proposer, les prescrire avant, utiliser des pressions positives en continu, une surveillance continue pour ces patients, les adresser en soins intensifs s'il le faut, avec une surveillance de la fréquence respiratoire, de la saturation et une capnographie dans les meilleurs des cas. Et puis, très très important, ces patients doivent bénéficier, comme tous, mais encore plus, de cette analgésie multimodale. Très important, avec l'utilisation large des anti-inflammatoires. Je vous rappelle que les anti-inflammatoires sont le traitement, le médicament analgésique morphinique qui fait le plus d'épargne morphinique. Utiliser largement l'analgésie régionale, et je pense que Sébastien Bloch, tu vas nous en parler tout à l'heure. Utiliser les antihyperalgésiques, lidocaïne, kétamine, et puis au dernier lieu, les opioïdes pour épargner la morphine. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Eh ben, écoute, merci beaucoup Valéria. Moi, j'ai bien noté que tu n'avais employé aucun terme anglo-saxon. Ah bon ? Et c'est très bien. J'ai noté. Toi, tu aurais pu dire sleeve, tout ça, et tu n'as pas du tout. C'est vraiment... C'est bien, moi, je trouve. Alors, il y a une question qui est arrivée, mais je pense qu'il peut concerner les deux premiers intervenants, qui était la place du masque laryngé. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé, voilà, chez ces patients-là? Masque laryngé, mince, ça j'ai pas travaillé ça sur les opioïdes. Oui. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais c'est pour ça que j'ai dit ça s'adressait, parce que tu es arrivé là, mais ça s'adressait également, je sais pas si Audrey nous entend. Oui, je suis là. Et tu peux peut-être, parce que c'est vrai que ça concerne peut-être le père opératoire, mais l'une ou l'autre, ou d'ailleurs peut intervenir et puis donner, est-ce que vous les utilisez, pas, est-ce que c'est plus compliqué, etc. Alors, c'est vrai que chez le patient avec obésité qui va être opéré, étant donné quand même un risque un peu plus augmenté d'estomac plein et un risque un peu plus élevé de régurgitation, on va éviter, nous, de mettre pendant une chirurgie un masque laryngé. On va plutôt avoir tendance à les intuber. Oui. Ensuite, chez le patient, par exemple, qui va avoir une endoscopie digestive, là, pas forcément. On peut être amené, par exemple, pour une coloscopie, à mettre un masque laryngé si on est sûr de la vacuité gastrique et s'il n'y a pas de sur-risque comme une gastroparésie diabétique ou une chirurgie récente au niveau gastro-œsophagien. Je dirais on les utilise plutôt moins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Oui, tout à fait. Non, enfin, c'est vrai que c'est une vraie question et qu'on se pose tous. Et on a une tendance naturelle, spontanée, je dirais, à éviter de les utiliser. Donc, ça va bien dans ce sens-là.
Tu avais J'ai une... une question pour Valéria. Voilà. Tu parlais de vulnérabilité chez le sujet obèse à la douleur, c'est déjà un facteur de risque. Est-ce qu'il y a un intérêt pour des chirurgies dont on sait qu'elles vont être source de douleurs post-opératoires à prendre ces patients en charge en préopératoire pour essayer déjà de faire l'état des lieux de leur médication initiale, d'adapter leur médication pour essayer d'avoir un impact? Parce que comme tu le dis aussi, en post-opératoire, on est souvent limité parce qu'il y a des médicaments qui seront difficiles à utiliser. Alors est-ce qu'il faut plus faire attention à ces patients en pré-op, les gérer un peu différemment, ou est-ce que ça importe peu? Oui, tous les patients vulnérables, quels qu'ils soient, que ce soit les patients vulnérables à la douleur, et là les obèses sont plus vulnérables, c'est bien de les prendre en préopératoire, hein, ça va être partie du parcours, les préparer à la chirurgie. Les préparer, ça peut être aussi les préparer psychologiquement. On a vu que c'est les patients plus vulnérables à la chirurgie parce qu'ils sont dépressifs, ils sont anxieux. Les médicaments, on a vu qu'ils prenaient beaucoup d'opioïdes. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils sont bien dosés? Comment les poursuivre après? Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire en préopératoire. Après, on peut les accompagner aussi sur une rééducation pour perdre un petit peu de poids. Ça fait partie de la prise en charge globale. Mais je pense que tu vas nous en parler, Marc, tout à l'heure, du parcours de patient. Donc moi, j'aurais également une question sur la place de l'OFA. On a beaucoup parlé. C'est vrai que ça a été un petit peu... battu en brèche, on va dire, que pour l'instant on a un peu de mal à s'en sortir quelque chose. Donc je voulais voir si, à ton avis, d'ailleurs ça peut s'adresser aux deux premières intervenantes, si vous pensez qu'il y aurait un intérêt ou pas, ou voire même à éviter ce type d'approche. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'OFA, c'est vrai que ça a l'air séduisant comme ça. On dit s'il y a une population à utiliser opioïdes free anesthésia, c'est bien celle-là. C'est bien les patients obèses, ceux qui font de l'apnée, qui ont plus de risques respiratoires. Donc on a envie d'utiliser. Alors après, que dit la littérature? En fait, elle est assez pauvre sur ça. C'est déjà sur l'OFA, il n'y en a pas tant. Il y a les questions il y a quand même de plus en plus de littérature qui s'intéresse à cette chirurgie bariatrique et OFA. On sait qu'ils sortent plus rapidement du réveil, on sait qu'on peut les extuber plus rapidement. Est-ce qu'ils consomment vraiment moins de morphinique? Ça, c'est plus controversé. S'il y en a, c'est un tout petit peu. Et est-ce que c'est suffisant pour avoir un impact clinique? Bof. Et puis après, est-ce qu'il faut moins de détresse respiratoire? Ça, c'est une autre question. Et malheureusement, pour l'instant, la littérature ne le montre pas. Il faut beaucoup de patients pour répondre à cette question. Est-ce que l'OFA gagne avec moins de détresse respiratoire? Et puis, il faut rappeler que dans la population générale, dans l'OFA, la plus grande étude a été faite par une de nos collègues, Hélène Belloy, et qui a montré que justement, il pouvait y avoir plus d'hypoxémie. Donc, c'est un peu controversé. Donc, prudence. Hein, prudence. Je pense qu'il manque un petit peu encore d'études pour ça. Vas-y. Une question pour Valéria. Est-ce qu'il faut changer les protocoles de titration de morphine en salle de réveil chez les patients obèses? Je pense que non, la titration de morphine, c'est très important parce qu'on la titre et donc on peut l'adapter aux patients. Donc il n'y a pas besoin de changer ni le bolus, ni l'intervalle d'administration, mais par contre, à réagir très vite en fonction des effets. Ouais, donc on fait les mêmes doses. Que si on faisait L'avantage, c'est la titration. La PCA et la titration, pour l'obèse, c'est parfait. Hein, c'est de donner des doses de morphine à dose fixe qui sont un peu plus problématiques. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Que faut-il penser des AINS dans la chirurgie bariatrique? Réticence des chirurgiens. Entre parenthèses, à rajouter. Moi, les anti-inflammatoires restent le médicament qui donne le plus d'épargne morphinique. Car certains chirurgiens, ils ont des peurs pour les problèmes des sutures. Peut-être que tu peux nous en dire plus, Marc, mais je pense que c'est un vrai faux problème. Mais... Non, les problèmes de suture, ça existe. Ça a été montré dans la chirurgie du côlon sur des prescriptions très prolongées. Jamais sur des prescriptions à... ça a été montré donc sur des prescriptions prolongées, jamais sur des prescriptions très limitées dans le temps, et notamment sur les premières heures post-op. On n'a pas besoin de donner des anti-inflammatoires pendant très longtemps après une chirurgie. Bon. Puis il y a les coxibes, il y a la question des coxibes. Tu peux peut-être nous en dire. Oui, les coxibes sont beaucoup mieux tolérés sur le plan digestif. Ça, c'est un point important. Et on peut, pour toute la réhabilitation, c'est quelque chose de très important d'utiliser les anti-inflammatoires. Je rappelle que les anti-inflammatoires et les coxibes sont les analgésiques non morphiniques qui apportent plus d'épargne morphique. Hein, ça va à 15 mg, c'est énorme. Hein, quand on regarde... Et qu'il y a des coxibes injectables. Oui. Mais justement, parce que en fait, la réticence, elle est un petit peu intuitive de se dire, on a fait une chirurgie de l'estomac, est-ce que c'est bien d'aller, indépendamment même du geste, c'est-à-dire le simple fait d'être allé dans... voilà, est-ce que c'est bien d'utiliser des anti-inflammatoires non sélectifs? Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Parce que spontanément, on a tendance à les retirer, mais finalement, est-ce que c'est pertinent? Moi, je pense que c'est pas pertinent.
Voilà. Tu penses moi, qu'on il peut faut l'utiliser du il faut produit l'utiliser. Proténide. Voilà. Non, mais je pense que c'est important ce message parce que c'est vraiment une discussion dans tous les blocs opératoires. Je pense que c'est Je pense que c'est des peurs non justifiées. Ça fait partie des peurs non justifiées, ou peut-être quelques patients en particulier. Oui, c'est notre pratique également. Hein. On fait oui, beaucoup de Audrey, chirurgie bariatrique à Montpellier. Et sauf contre-indication classique, on a tendance à faire des anti-inflammatoires aussi pour l'épargne morphinique. Alors, j'ai une petite question. Je pense que c'est le magnésium, c'est ça? C'est Rodrigo, est-ce que tu en penses? Quel dosage pour le magnésium préopératoire? Est-ce que ça expose à un risque d'extubation difficile par rapport au relâchement musculaire? Enfin, moi, non, là je crois que je vais taper en touche. Le magnésium, ça peut être un antipyrégisien qui a montré peu de bénéfices quand même en post-opératoire immédiat et à long terme. Et puis qui donne des nausées, des vomissements en plus, donc c'est pas forcément un choix. Écoutez, on est parfaitement dans le timing. C'en est incroyable.